Bonjour à tous, bienvenue sur les réseaux sociaux de Campus France pour un nouveau live dédié à l'enseignement supérieur en France. Alors si vous êtes étudiant international et que vous avez envie de travailler dans le secteur de l'audiovisuel, restez avec nous, vous êtes au bon endroit, que vous nous regardiez en direct sur les réseaux sociaux de Campus France ou en replay, nous allons vous parler un petit peu des études audiovisuelles en France avec aujourd'hui ECAR. L'ECAR, c'est une école de cinéma et de télévision qui est basée à Paris et à Lyon et c'est un établissement d'enseignement supérieur technique privée qui prépare les professionnels de demain au métier du cinéma et de la télévision, du son et de la musique, du business et de la production, du spectacle et de l'événementiel. Alors pendant 45 minutes, je vous propose de faire une plongée au cœur de l'ECAR avec nos intervenants du jour. D'abord vous, François Villet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur et le chef d'établissement de l'ECAR. Face à vous, nous sommes avec Paul Laprin, bonjour. Bonjour. Étudiant en 3e année réalisation et cinéma et télévision. On parlera des différentes options qui vous sont ouvertes. Et puis à distance avec nous, nous sommes avec Tom McEvoy. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un alumni diplômé donc de l'ECAR dans la filière audiovisuelle, c'est ça ? Voilà, en sound design plus précisément. En sound design, voilà, pour être très précis. Nos 3 intervenants du jour, ils attendent vos questions. Vous pouvez nous envoyer tout au long de cette session live dans le chat. On va y répondre, on va répondre à toutes vos interrogations, découvrir les admissions, la vie de l'école, la pédagogie, bref, vous faire une plongée concrète au cœur de l'ECAR. Si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas non plus à commenter puisque, je le sais, on le sait, les équipes de l'ECAR surveilleront vos questions qui peuvent arriver en replay. Donc n'hésitez pas non plus à poser toutes les questions que vous auriez sur l'école et sur ses spécificités. Mais quoi de plus éloquent que les images et surtout une vidéo pour décorer une école d'audiovisuel. Donc je vous propose qu'on regarde une courte présentation vidéo et on se retrouve en plateau juste après pour répondre à toutes vos interrogations. Il se coupe un peu brutalement et j'apparais, mais en tout cas, il est très très beau et ça donne envie d'en savoir plus sur cette école. Alors, on va commencer par rentrer dans le vif du sujet avec une question très simple pour commencer. Est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter? On commence avec vous, François. Oui, simplement, François Villet, je suis le directeur d'ECAR Paris depuis peu de temps, depuis 8 mois. Voilà. Et avant, j'étais directeur de l'école de Lyon. Voilà. D'accord. Donc je connais bien les deux sites et les deux campus. Donc il y a une petite migration, mais en tout cas toujours au sein de l'ECAR, quoi. Exactement. Ouais. Même question pour toi, François. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc moi c'est Paul Laprin. Paul. Oh là là, je suis vraiment désolé. Paul Laprin. Pardon. J'ai 22 ans et je finis ma 3e année dans le cursus réalisation cinéma et télévision à l'ECAR. Merci beaucoup. Et Tom, pas d'erreur cette fois. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, alors moi j'ai fini ECAR il y a 2 ans, donc c'était formation de sound designer en 1 an. Puis depuis, j'essaie de me débrouiller pour travailler, quoi. Un petit peu à droite à gauche. Avec le Covid, c'était pas facile, mais on fait ce qu'on peut. Bon, nickel, on va pouvoir découvrir votre parcours. François, est-ce que vous pouvez présenter et nous dire ce qu'est l'ECAR en quelques mots aussi? Oui, alors l'ECAR, j'aime bien dire parce qu'on va fêter l'année prochaine nos 50 ans. Donc c'est une des plus vieilles écoles de cinéma de France qui prépare effectivement quasiment, on va dire, à toute la chaîne de production, de workflow, aussi bien en cinéma, en audiovisuel. Et puis il nous manquait cette brique qui a existé à l'ECAR il y a quelques années, qui sont
l'animation et les effets spéciaux. Donc c'est des nouvelles formations qu'on ouvre à partir de la rentrée sur le nouveau campus. Et alors justement, où se déroulent les cours à l'écart? Alors, donc, on a actuellement, donc l'école est à la Plaine Saint-Denis, mais on a un nouveau campus qui est en cours de finition à la Porte d'Ivry, donc au sud de Paris, qui sera accessible aux étudiants dès la rentrée 2021. Et il y a l'autre campus qui est à Lyon, c'est ça? C'est pareil, c'est la même formation qui est dédoublée? Alors exactement, et alors c'est pas un hasard non plus, c'est le campus de Lyon déménage également sur un nouveau campus tout neuf sur Villeurbanne, donc Villeurbanne-Lyon pour ceux qui connaissent un petit peu cette région, c'est juste à côté de Lyon. Et alors quelles sont les différentes formations qui sont accessibles aux étudiants qui nous regardent, aux futurs étudiants qui nous regardent? Alors on les a regroupés en grandes familles parce que je ne vais pas vous citer, il y a 30 filières, donc ça serait trop. En fait, il y a la filière qu'a fait Paul, qui est la réalisation cinéma et télévision, le son et la musique, toute la partie production et business, l'acting, qui est d'ailleurs la formation initiale à l'écart, hein, c'était une école d'acteurs tout au début, en 1972, et auquel on a raccroché donc une filière, une grande famille avec l'animation 3D et les effets spéciaux, alors aussi bien les VFX, donc tout ce qui va être effets spéciaux numériques, réalité virtuelle, moteur temps réel, et puis également une formation qui existe à Lyon depuis déjà de 10 ans, qui est plasticien maquilleur FX. En fait, tous les effets spéciaux traditionnels qu'on utilise encore énormément. Et donc ça, c'est tous les cursus en français. Et on retrouve également des cursus en anglais, un bachelor et un master en réalisation cinéma et télévision. Et puis il y a une petite nouveauté bientôt, c'est l'ouverture d'un programme en français langue étrangère. Vous pouvez nous en dire plus? Ouais, alors justement, ça intéressera sans doute pas mal de nos auditeurs et spectateurs. C'est qu'en fait, on s'est aperçu que le français souvent était un frein, c'est-à-dire le niveau de français pour les étudiants qui voulaient venir étudier en France. Du coup, on leur propose une année préparatoire, donc FLE, français langue étrangère, qui, alors ça va pas être que des cours de français. Justement, l'idée, on est dans une école de cinéma, donc on va initier également ces étudiants à peu près toutes les techniques, un panel assez large de techniques dans les grandes familles que j'ai présentées, en plus des cours de français. Et ça leur permettra d'acquérir le fameux niveau C2 académique qui est requis pour suivre les cours après. Et quelles peuvent être les différentes durées d'études? On est sur des formations qui durent combien de temps en général? Alors, on a à peu près toutes les durées. Donc, on a des formations métiers d'1 an. Voilà, on parlait de sound designer, qui est une formation en 1 an. On a le BTS qui est en 2 ans, les bachelors, donc des bac plus 3, et on a également des masters en bac plus 5. Alors on le disait, Paul, toi tu étudies la réalisation cinéma et télévision. Comment tu as fait ce choix de filière? Après le bac, moi je savais que je voulais me lancer dans le cinéma. Je ne suis pas tout de suite rentré dans l'école après mon bac. J'ai d'abord été à la fac, sauf que la fac c'était beaucoup trop théorique. Moi je voulais de la pratique. Je me suis renseigné sur les différentes écoles de cinéma qui existaient sur Paris et j'ai choisi l'écart parce que on avait ce côté pratique justement. On peut faire des courts-métrages, il y a plein de projets, il y a aussi de la théorie, donc voilà pourquoi j'ai choisi cette formation. Et vous, Tom, quel a été le cheminement pour rejoindre l'écart? Quel a été votre parcours après le bac et pourquoi l'écart? Oula, alors moi, j'ai pas toujours été dans les études. Je travaillais pas mal quand j'étais plus jeune et j'ai rattaqué à 27 ans. Du coup, l'écart, c'était pour apprendre les logiciels et faire de la musique, la composition dans le contexte du cinéma et du divertissement. Parce que c'est ça qui me plaisait et je voulais le faire depuis longtemps et voilà, je l'ai fait et comme quoi on n'est jamais trop vieux pour reprendre les études et ça a changé ma vie donc pas de regret. Ah ben voilà, c'est un beau message. Ça va être quoi, François, le matériel à disposition des étudiants sur les différents campus? Énormément. On est une école qui est, franchement, je le dis sans prétention, qui est quand même très très bien dotée. On a une grosse politique d'investissement chaque année parce que c'est quand même 250 000 € de matériel remis à jour au nouveau. Donc on va passer par toutes les techniques, enfin les typologies de lumière, tout le matériel son aussi bien pour la prise de son que pour la musique. On a également toute une gamme de caméras. Alors ça part de l'APN, c'est-à-dire appareil photo numérique pour les premiers projets en première année, et puis on va monter en gamme sur les caméras cinéma type Arri par exemple, qui sont celles qu'on utilise sur les tournages de films.
Et est-ce que, Paul, peut-être tu peux nous le dire, est-ce que c'est bien aussi d'avoir son propre matériel ou on peut tout faire avec le matos de l'école? Franchement, à l'école, on est bien servi niveau matériel. C'est toujours un plus d'avoir son propre matériel parce qu'on peut mieux découvrir les caméras de notre côté. C'est vrai qu'en cours, si on est une vingtaine ou une trentaine derrière une caméra, on n'a pas forcément l'occasion d'y toucher pendant tout le cours. Mais on peut se suffire du matériel qu'on dispose à l'école. François, il y a une question peut-être que les internautes se posent, et puis si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur l'Écart, l'école de l'audiovisuel qu'on est en train de vous faire découvrir cet après-midi. Une question qui se pose autour de savoir si on est fait ou pas pour rejoindre une école dans le secteur de l'audiovisuel, puisque c'est pas forcément des études qu'on a fait, souvent c'est une passion qu'on peut avoir au préalable, mais dans le cadre de cursus généraliste, on n'a pas eu trop l'occasion de mettre la main à la pâte d'un point de vue scolaire. Comment savoir si on est fait pour ces métiers de l'audiovisuel ou pas? Je sais pas, moi je me suis pas trop posé la question quand j'étais jeune. Je pense que Paul, c'est pareil. En fait, il y a ce petit truc qui nous dit qu'en fait, tous nos étudiants, ils ont envie de créer. Alors créer, ça peut être par plein de choses. Il y a l'écriture, vous avez le fait de faire de la photo. Je sais que c'est normal quand on est au lycée, on n'a pas accès aux moyens qu'on a là en enseignement supérieur. Mais simplement avec des smartphones, quand on voit la qualité, on peut faire des films, on peut faire... De toute façon, je ne vais pas apprendre aux jeunes sur les réseaux sociaux, ils en font déjà plein. Mais si déjà vous sentez que c'est ce petit truc-là que vous avez en vous, tenter, parce qu'on a le temps aussi d'apprendre après et puis d'affiner. Je pense que le métier de sound designer que fait Tom, peu de gens savent exactement par exemple ce que c'est. Et donc nous, après, on est là pour guider les étudiants et les amener vers un métier un peu plus spécialisé. Paul, toi, c'était quoi ton rapport à l'audiovisuel? Tu avais eu l'occasion déjà de faire des stages ou c'était une passion forte? Comment ça se passait? Oui, c'était une passion forte. Après, j'avais fait mon stage de 3e dans une boîte d'audiovisuel. Et sinon, non, je touchais pas trop au cinéma. J'avais pas tourné de court-métrage. Je faisais des montages de vacances sur des logiciels comme iMovie ou quoi, mais j'avais jamais touché à des logiciels pro. Donc oui, il y avait la passion, mais dans la pratique, j'avais très peu de connaissances. Oui, donc ça aussi c'est un point, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un expert de InDesign, Photoshop ou Lightroom. On peut être novice entre guillemets, mais avoir cette envie de se former. Oui, il vaut mieux, surtout en rentrant en bachelor. Sinon, ne faites pas de bachelor. Allez travailler directement. Non, nous, ce qu'on demande vraiment, c'est vraiment cet aspect de motivation. Et aussi quand même d'avoir un projet en tête. C'est-à-dire, c'est pas simplement, on vient pas juste s'amuser. Ce sont des métiers, il y en a beaucoup. Il y a énormément d'emplois, c'est des grosses économies, c'est des industries, j'aime tout le temps le rappeler, c'est des industries qui pèsent très très lourd quand même dans le monde. Et alors justement, est-ce que c'est possible de visiter les locaux? Surtout en ce moment, on sait que c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a des visites virtuelles peut-être? Comment ça se passe? Alors on a fait des visites virtuelles, vous pouvez même les revoir sur le site de l'Écart, du coup on a tout laissé en replay, mais en fait on propose par petits groupes, donc avec masque, gel, voilà, des visites. Donc on a une journée porte ouverte par exemple samedi qui est sous ce format-là, et ensuite toute l'équipe du service admission est là toute la semaine en fait sur rendez-vous pour vous faire visiter. Et au niveau des accréditations, comment ça se passe? Est-ce que l'école est reconnue? Si oui, par qui? Elle est reconnue par les pros déjà, clairement depuis 50 ans, parce que sinon je pense qu'on n'existerait plus. Voilà. Et ensuite, je pense que vous faites allusion aux diplômes, s'ils sont reconnus ou pas par l'État. Donc le BTS est un diplôme d'État, donc on prépare à ce diplôme d'État. On a des diplômes RNCP qui sont donc soit Bac+3, soit Bac+5, le cas du master. Et puis ensuite, on a des titres d'école. Par exemple, je vais prendre l'acting. Il n'y a pas de diplôme d'État qui existe, donc là c'est un titre d'école. Très bien. Si vous nous rejoignez en cours de route et que vous avez envie d'étudier dans l'audiovisuel, vous êtes au bon endroit. On continue à vous faire découvrir l'Écart. On vient de parler un petit peu d'une présentation générale. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec quelques mots sur la pédagogie et la manière dont les cours sont organisés. François, on imagine que l'audiovisuel et tous les secteurs dont on a parlé, c'est des études et c'est des secteurs dans lesquels il faut de la pratique. C'est la pratique qui est mise en avant? Ouais, c'est plus de 70% des cours. Alors, soit plus de 70% des cours, et puis Paul, tu l'as dit tout à l'heure, énormément de projets, on fait plus de
250 tournages par an à l'écart. D'accord. Donc, c'est-à-dire en plus des heures de cours, vous avez les projets. Donc, je ne sais pas au final, peut-être que Paul, tu me diras combien d'heures ou de jours ou de semaines tu as passé sur des plateaux, mais je pense que c'est énorme. Ouais. Comment ça se passe au niveau des projets alors? Au niveau des projets, ça dépend en fonction des années. Mais il y a souvent une sélection qui est établie déjà de base, parce que tous les étudiants ne peuvent pas non plus tourner, il y a quand même une petite sélection. Et ensuite, pour ces projets-là, on en a quand même au minimum, je dirais, 3 par an. Donc ça nous laisse l'occasion de pouvoir écrire, d'apprendre à diriger une équipe, si on veut le réaliser, ou justement d'intégrer une équipe quand on n'a pas eu cette occasion-là de réaliser, que ce soit donc au cadre, au son, et tous les autres métiers présents sur le plateau, on a de quoi faire, et au cours de l'année, on a beaucoup de projets. Alors en 3 ans au sein de l'école, j'imagine que tu as eu l'occasion de faire pas mal de projets. Ça serait quoi selon toi le projet qui t'aurait le plus marqué? Je pense que c'était mon tout premier projet. Le premier projet que j'ai réalisé en première année, c'était un spot préventif que j'avais fait sur la sécurité routière. Et c'était la première fois que je réalisais. J'avais une équipe de 15, je crois qu'on était 17, acteurs compris. Donc c'était assez court, c'était une journée de tournage pour 1 minute de rendu final, mais toute la préparation pour justement 1 seule minute de rendu final, j'en garde des très bons souvenirs. C'est là aussi que j'ai appris à travailler avec des gens, parce que c'était en première année, alors qu'on ne se connaissait pas trop. Donc je pense que c'était mon meilleur projet à l'école, le tout premier. Et Tom, vous, alors là on a eu le côté réalisation, dans le sound design, est-ce que pareil vous auriez un projet qui vous a tout particulièrement marqué? Au milieu de l'année, on a dû refaire tout le son d'un Pixar, en fait, qui est de 5 minutes, un petit court-métrage. Et c'était la première fois qu'on taclait vraiment le sujet à fond, quoi. Donc on a dû refaire tous les bruitages, le sound design, la musique, les dialogues. Et c'était un gros challenge, et quand on a fini, on était très fiers de nous. On a appris beaucoup de choses en faisant. Toute la théorie qu'on avait appris avant a servi, et c'était vraiment un projet marquant et dont je suis fier aujourd'hui encore. Et alors pour les bruitages, on voit souvent sur les réseaux sociaux des images de gens qui font du feu de bois avec des feuilles de papier. C'est vraiment comme ça que ça se passe dans le sound design? Des fois, oui. Ça sonne mieux quand c'est le vrai truc, et des fois ça sonne mieux quand c'est un autre truc, comme les os cassés avec les carottes cassées. Ça passe mieux que des vrais os cassés. Oui, c'est sûr que c'est un peu mieux. Qui sont les formateurs, François, de l'école qui intervient face aux étudiants? Alors, donc c'est en grande majorité des professionnels qui conservent leurs activités, viennent donner des heures, et puis on a quelques formateurs permanents qui sont là également pour les cours transversaux, par exemple, sur la cinéphilie, l'histoire du cinéma et l'analyse filmique. Voilà. Et alors justement, comment ça se passe un petit peu au niveau du matériel? Alors on a dit qu'il y avait du matériel qui était à disposition. C'est le même matériel que les étudiants retrouvent par la suite sur les vrais plateaux, les vrais plateaux, même si c'est un vrai plateau, mais les plateaux disons professionnels par la suite? Oui, vous voyez, là, on est sur un plateau, les spots LED, voilà, les micros. Et c'est en 3e année où effectivement les étudiants par contre sont formés aux caméras cinéma, les caméras pro. Ouais. D'accord. D'un point de vue académique, comment ça se passe pour passer d'une année sur l'autre? Est-ce qu'il y a des examens? Est-ce que c'est plutôt l'évaluation sur les projets? Qu'est-ce que vous prenez en compte? Alors, on n'est pas très examen de fin d'année comme à l'université, c'est plutôt du contrôle continu. Parce qu'en fait, on fonctionne beaucoup par module, donc ensuite chaque module est évalué. Et puis, évidemment, il y a une notation des projets, une notation des motivations, enfin de la motivation qu'il y a eu sur ces projets. Et donc après, c'est un bulletin scolaire qu'on peut retrouver avec des notations. Et évidemment, on suit l'assiduité également. Voilà. Et donc, vous passez, il y a des conseils de classe. Et donc, vous passez d'une année à l'autre si vous avez plus de la moyenne et fait du bon boulot. Alors Paul, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, si tu te replonges dans ta première année d'études, tu sors de la fac, pas du bac directement, ça a été quoi les premiers cours auxquels tu as pu assister? Qu'est-ce que tu as fait concrètement dans les premiers mois à l'école?
Dans les premiers mois à l'école, c'est simple, on touchait à tous les métiers qu'on peut retrouver sur un plateau de cinéma. Donc ça passait par le cadre, par la lumière, par le son. On avait des cours d'écriture scénaristique, des cours d'anglais, des cours de production, des cours de mise en scène. On a beaucoup d'ateliers aussi dès la première année. On a, je crois, 4 ou 5 heures sur plateau par semaine minimum. Donc on est tout de suite dans la pratique et on peut tout de suite découvrir tous les métiers et déjà un peu plus découvrir qu'est-ce qui va plus nous plaire ou au contraire qu'est-ce qu'on va moins apprécier dans les métiers du cinéma. Et justement, de tous les cours que tu as eus, ça a été lequel ton cours préféré ? Les cours de mise en scène sur plateau. Donc, en première année, ces cours-là, donc c'était sur 5 heures et on devait refaire des scènes de films ou alors écrire nous-mêmes nos propres petites scènes. Et tout de suite, on est confronté à la direction d'acteurs. Comme je le disais tout à l'heure, à apprendre à diriger aussi une équipe. Et moi, vu que je veux faire dans la réalisation, j'étais tout de suite confronté au métier. Voilà. Tom, côté sound design, ça ressemble à quoi les différents cours que vous avez pu avoir ? Le cursus sound design, en fait, il est très similaire à la réalisation sonore et plus accéléré. Et du coup, on traite un peu de tout. On fait pas que du sound design. On apprend à faire la post-production, la composition. On apprend vraiment un peu de tout. Et c'est le truc qui m'a attiré le plus dans ce cursus. Parce que je voulais faire de la compo, mais je m'intéressais à tous les aspects, vraiment. Donc ça, comme Paul a dit, ça te permet de toucher à tout, apprendre un peu de tout et se rendre compte que peut-être on a d'autres passions. D'accord. Alors François, on le sait, c'est une surprise pour personne. Il y a eu cette situation sanitaire qui a impacté tous les secteurs, dont l'enseignement supérieur. Et vous le disiez, 70% de pratique dans les enseignements. Comment vous avez repensé vos enseignements et comment ça se déroule aujourd'hui, les cours, pour permettre quand même aux étudiants de pratiquer, parce que c'est ça, in fine, dont ils auront besoin sur le marché de l'emploi ? Au premier confinement, comme tout le monde, on a été surpris. Donc, il y a eu pas mal de cours qui ont dû être annulés, qu'on a reportés. On a redécalé les rentrées, on a décalé les tournages sur l'été parce que la situation était meilleure. Et puis, du coup, on savait bien que ça allait durer un peu. Et en fait, tous les cours théoriques sont passés en distanciel pour conserver les cours de pratique. Ce qui fait qu'à l'école, du coup, on a libéré de la place pour pouvoir accueillir les étudiants en plus petits groupes. Et tous les cours pratiques sont donnés en pratique à l'école. D'accord, donc ça permet vraiment de garantir un petit peu à la fois le respect des contraintes sanitaires, mais aussi l'obligation de manipuler. J'imagine que pendant le premier confinement, vous avez dû apprendre notamment le tournage sur smartphone, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a eu une adaptation du contenu court, comment garantir des liaisons Zoom bien, quel cadre donner à des invités en plateau Alors oui et non, parce que en fait, quand il y a eu le premier confinement, moi j'avais terminé mon année, mes cours, mais on était sur les phases de projet, donc les tournages de courts-métrages. Donc j'ai pas trop été impacté là-dessus, mais par contre c'est vrai que le lien a toujours été maintenu et on a toujours pour la partie théorique les cours en visio, mais tout ce qui est pratique, tout se fait à l'école, adapté plus ou moins avec les conditions sanitaires. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle qu'on parle toujours de l'Écart, l'école de l'audiovisuel. C'est un secteur qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions, et puis si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas non plus à poser vos différentes questions. On va parler maintenant des admissions, puisqu'on en sait plus sur l'école, sur le contenu, sur la présentation. Du coup, la question qui se pose, François, elle est très simple. Quels sont les prérequis pour pouvoir se porter candidat à l'Écart ? Alors en fait, il faut posséder un bac ou l'équivalent dans un pays du baccalauréat. Ensuite, donc quand vous candidatez sur notre site internet, on va vous demander de faire une analyse filmique. Voilà, on vous donne un choix de film pour simplement déjà connaître le regard que vous posez sur l'image. Ça peut être une analyse sonore également. Et ce qui va surtout nous importer, c'est l'entretien de motivation. Il se fait en distanciel, sans aucun problème sur Teams ou autre. Et c'est à ce moment-là où on a envie de se rendre compte, est-ce que c'est un projet dans la durée ou pas. Et puis cet entretien, il peut être là également pour accompagner dans l'orientation, c'est-à-dire que je prends l'exemple de la filière réalisation qui est clairement la plus demandée dans toute l'école. On s'aperçoit des fois que finalement que l'étudiant vient là parce que réalisateur il sait ce que c'est, mais qui ne connaît pas d'autres métiers, et on est là aussi pour des fois aussi réorienter ou également conseiller dans le choix de diplôme.
par rapport à la question tout à l'heure où je disais, on a des choix de diplômes très très différents qui correspondent à certaines situations. Tom, je pense qu'il a trouvé dans Sound Designer en formation métier d'1 an exactement ce qu'il recherchait à son âge. Voilà, peut-être d'autres vont préférer le BTS. Donc, il est important l'entretien. Et puis si vous avez des questions, bien sûr, continuez à les envoyer dans les commentaires. On y répond tout au long de cette session live. On parlait des prérequis, vous avez parlé de l'analyse filmique ou sonore. C'est un exercice qui est très cadré avec des questions auxquelles répondre, ou c'est une question plutôt libre et on choisit le film? Vous choisissez et non, c'est libre justement. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Puis on va voir aussi le côté créatif. Et puis, c'est tout bête, mais ça permet de vérifier le niveau de français, tout bêtement, pour voir si les études sont jouables ou pas. Voilà. Tu te rappelles, toi, Paul, du film que tu avais choisi pour l'analyse? Alors, je ne l'avais pas choisi, mais je me souviens que c'était Batman. Ouais. D'accord. Et comment tu avais organisé un petit peu cette analyse filmique? Parce que c'est quelque chose qui était tout nouveau pour toi, que tu n'avais pas forcément fait auparavant. Si, j'avais eu des cours à la fac, puisque j'avais été à la fac après mon bac. Donc il y avait des cours d'analyse filmique. Ça m'avait bien aidé pour le concours. Mais oui, c'était très libre. Et pour cette analyse filmique, non, j'avais parlé des plans, j'avais construit ça comme j'avais pu, mais je m'étais pas mis de pression ou quoi. J'avais fait comme ça venait. Et puis je pense que tout le monde fait comme ça. Qu'est-ce que vous attendez, François, de cette analyse? Est-ce qu'il faut déjà avoir un regard qui se veut professionnel, parler peut-être des ambiances sonores, des ambiances visuelles, de la lumière, ou est-ce qu'on peut décrire un petit peu l'effet que nous fait le film, comment on le ressent? Qu'est-ce que vous attendez de cet exercice qui est quand même précis? Alors évidemment, si on connaît les termes, c'est toujours intéressant d'utiliser les termes. Paul avait fait une fac de cinéma, donc forcément il les connaissait. Mais non, c'est pas ça qu'on va attendre. Je préfère justement qu'on parle d'émotion. Je préfère qu'on parle du jeu de l'acteur, comment on a ressenti, pourquoi on a aimé ou détesté un personnage. Alors évidemment, plus on a de culture cinématographique, plus on a les mots aussi, on a le vocabulaire. Ça sera toujours du plus, mais je ne peux pas attendre, par exemple, d'un bachelier qui arrive, qui connaisse tous les termes techniques du cinéma. Voilà. Justement, sur cette question de la culture cinématographique, je trouve que c'est très intéressant parce que est-ce que quand on veut étudier dans l'audiovisuel, il faut être un grand aficionado, savoir regarder tous les classiques? J'essaye en même temps de donner des noms, mais je connais tellement peu de noms de réalisateurs que ça me ridiculiserait, donc voilà. Mais est-ce qu'il faut avoir sur le bout des doigts toute la connaissance de ce milieu-là, ou est-ce qu'on peut être un petit peu comme moi, novice mais passionné par ce que c'est et trouver sa place dans l'école? Oui, on peut. Évidemment, on vous dira toujours c'est mieux, on vous dira c'est comme la lecture, on me demande s'il faut lire, c'est quand même mieux. Voilà, n'importe quelle, 80% des histoires au cinéma, c'est des adaptations de romans, donc non, c'est jamais oublier l'histoire, le passé. Après, on est là pour vous l'apprendre aussi, pour vous donner le goût. C'est tellement plus simple, par exemple, de rentrer dans l'univers Truffaut ou de Godard avec un cours, avec quelqu'un qui va vous expliquer. Parce que si je vous mets un Godard des années 70, là, comme ça risque de piquer un petit peu. Voilà. Mais par contre, si on vous explique le contexte historique, comment il l'a fait, je pense que l'étudiant ensuite de lui-même, il ira voir d'autres films de Godard et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà. Parlons un petit peu de l'entretien de motivation avec vous, Tom. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'était passé pour vous, cet entretien? Alors, c'était avec Clément et franchement, j'étais très à l'aise. Ils étaient là pour m'écouter et voir si c'était le bon cursus pour moi surtout. Et c'était pas une question de me le vendre. Ils voulaient voir si vraiment j'allais trouver ce que je cherchais là-dedans, si j'allais dans la bonne direction, j'étais pas perdu, tout ça. Et du coup, voilà, j'ai parlé très honnêtement de ce que je cherchais, ce que je voulais faire. Et ils m'ont dit, voilà, nous on peut t'apprendre ça, ça peut t'ouvrir d'autres débouchés. Il m'a vraiment expliqué toutes les options. Et ouais, non, j'ai senti que vraiment il donne une chance à tout le monde et j'avais pas beaucoup de connaissances sur les termes techniques ou quoi, ou sur la science de la physique du son, tout ça, toutes les choses qu'on va apprendre. Mais non, c'était vraiment très accessible.
Et toi, Paul, à quoi ça ressemblait ton entretien? Il y avait des questions un peu pièges ou pas du tout? Non, pas du tout de questions pièges. On parlait du test de culture générale, un peu, enfin cinématographique. Moi, même si j'avais été à la fac avant, franchement, j'avais pas du tout un bon niveau. Et c'est ce que Sylvain Mandigan, le responsable de ma formation, m'avait dit au téléphone, que voilà, au niveau de la culture générale, c'était pas trop ça, mais que j'allais apprendre. Et sinon, non, pas du tout de questions pièges. L'entretien, bien montrer la motivation, c'est le plus important et c'est ce qui compte pour l'admission. Après, le reste, on rentre dans une école pour apprendre. Donc, Et ouais, je veux revenir parce qu'effectivement, Tom disait ça. Moi, le conseil que je donne aux candidats, venez tel que vous êtes et soyez sincères. Il n'y a pas de questions pièges, on est plutôt dans une bienveillance. Et je déteste, moi, faire des entretiens pièges. Voilà, c'est pas le but. On est en train de parler de l'avenir de jeunes. On est là pour les accompagner, pas pour... Moi, j'aime bien dire, c'est un petit mariage en CDD quand même. Ouais. Parce qu'on va se marier pour 3 ans ou 5 ans. Tant qu'à faire, l'étudiant, il a le choix quand même de son école. Mais nous aussi, on a le choix. Et puis, il faut qu'on soit sûr, en tout cas, que avec la philosophie et l'éthique de l'école colle aussi avec celle de l'étudiant. Ça va être quoi le calendrier pour candidater? Est-ce que les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes? Alors oui, parce qu'elles sont ouvertes depuis décembre. D'accord. Donc en fait, on recrute de décembre jusqu'à l'été, un peu plus tard pour l'alternance, puisqu'on est sur une année qui commence au 1er novembre. Mais en fait, vous pouvez candidater dès le mois de décembre, donc on est en plein dedans là, en ce moment. Et on peut aussi retrouver les cartes sur le catalogue Campus Art de Campus France, c'est ça? Exactement, ouais. On est présent sur les catalogues Campus Art et Campus France. Donc, ce qui permet, voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur l'école et puis de voir un petit peu les démarches en tant qu'étudiants internationaux, d'aller sur le site Campus Art pour voir l'écart dedans. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle qu'on parle toujours de l'écart et des formations en audiovisuel qui vous sont accessibles en tant qu'étudiants internationaux, avec des formations, on l'a dit, en français, mais aussi des formations en anglais, si vous préférez, même une formation en français langue étrangère, si vous avez envie de progresser. On va parler après les admissions de la vie étudiante avec une première question pour toi, Paul, peut-être. Ça ressemble à quoi la vie étudiante à l'écart? Franchement, il y fait bon vivre. L'ambiance est top. Bon, après, en deuxième et en troisième année, ça a un peu été gâché avec le Covid, le distanciel. Donc c'était une ambiance différente. Mais en tout cas, en première année, on arrive, on se connaît pas trop, mais tout de suite, ça prend. On est là, on partage la même passion, donc forcément, ça nous rapproche. On s'entend très bien avec les profs. Moi je le dis souvent, c'est plus des collègues que des profs comme on peut avoir à la fac ou d'autres statuts comme ça. Et franchement, moi, c'est ce que j'avais aimé à l'écart et je l'avais senti dès les portes ouvertes que j'avais fait. C'est pour ça que j'avais choisi cette école. On s'y sent bien. Vraiment, on s'y sent bien. Et alors, François, au niveau des étudiants internationaux, comment vous favorisez leur intégration au sein de l'école? Alors, on a créé un Welcome Desk qui est là pour les accompagner dans toutes leurs démarches. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont recrutés, bien évidemment, on va les accompagner, les aiguiller pour les visas, pour les déplacements, pour leur installation également. Donc on a par exemple des partenariats avec des résidences étudiantes. Alors le nouveau campus aura une résidence juste à côté dans laquelle on a préempté des logements, notamment pour les étudiants internationaux, mais pas que, également pour les Français. Et on a un partenariat avec Studapart également, qui est une plateforme où les étudiants peuvent également choisir, par exemple, de la coloc, des appartements coloc, choses comme ça. On a mis en place là, un système également de parrainage, je vais appeler ça comme ça, parce que c'est toujours plus sympa d'avoir un étudiant qui vous parraine, qui puisse à qui vous pouvez parler peut-être d'autres choses que l'administration de l'école, voilà, de manière beaucoup plus fluide. Voilà. Et puis il y aura à la rentrée des semaines d'intégration faites justement également pour encore plus favoriser ce que tu disais, Paul, sur le fait de se rencontrer le plus vite, tout de suite dans l'année, parce qu'effectivement ils sont amenés ensuite à travailler ensemble sur les tournages, donc plus ils se connaissent tôt, plus il y a les atomes crochus qui se font, et plus ça se passera bien. Donc ça, on va le monter avec le bureau des étudiants. Et au niveau des frais de scolarité, à combien ça s'élève quand on veut étudier à l'écart? Les formations francophones, elles sont à 8 100 €. Les formations en anglais sont à
14 950 €. Et puis ensuite, les formations en alternance, en fait, le coût de la formation est pris en charge par les entreprises qui accueillent les étudiants. Donc c'est un moyen aussi d'avoir et en plus de ça, les coûts sont pris en charge et les étudiants perçoivent un petit salaire. Et un bon salaire. Voire même un bon salaire des fois. Donc effectivement, nous c'est 150 alternants chaque année et il n'y a pas eu pour le coup l'effet Covid s'est pas trop fait sentir. On a même augmenté le nombre d'alternants et on compte bien essayer de développer vraiment l'alternance parce que c'est effectivement une solution également financière pour faire des études. Tom, petit retour d'expérience de votre côté, quand on fait comme vous une formation plus courte dans le cadre d'une d'une deuxième vie, mais en tout cas après un premier parcours professionnel, est-ce que l'intégration aussi est évidente? Est-ce qu'on se sent faire partie de l'écart? Ah oui, totalement. Ouais. J'étais pas le seul qui était un peu plus. Il y avait dans la classe, il y en avait même deux qui avaient 40-50 ans, je crois. Et c'est ça qui est génial, c'est que vraiment dans ce cursus de sound designer, il y a des gens de tout âge, de toute diversité, de travail qu'ils ont fait avant. Enfin bref. Donc franchement, c'est une grande famille. Ils vous accueillent à bras ouverts. Ils jugent pas d'où vous venez, si vous savez moins que les autres par rapport à certains sujets. C'était vraiment facile et agréable, quoi. J'ai passé un très bon moment là-bas. Vous pouvez toujours continuer à nous envoyer toutes les questions que vous avez sur l'écart, l'école de l'audiovisuel qu'on vous fait découvrir aujourd'hui sur les réseaux sociaux de Campus France. On va parler maintenant, pour dernière partie, du monde professionnel et du lien entre l'école et le monde professionnel. Vous le disiez tout à l'heure, François, 50 ans, plus de 50 ans d'existence. Ça veut dire qu'il y a un tissu, un maillage qui s'est noué avec les professionnels. Il y a, j'imagine, des diplômés qui aujourd'hui sont en poste. Ça aide ? Oui, ça aide, qui accueille maintenant des alternants ou des stagiaires. Donc là, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va avoir une nouvelle plateforme pour gérer les alumni, parce que je sais pas, ça doit être plus de 10 000 alumni. Et ça fait donc, beaucoup. À un moment, on a besoin des nouvelles technos pour ça. Et qu'on mettra en place également là d'ici la fin de l'année ou la rentrée. Et oui, et puis nos anciens, on les retrouve dans à peu près toutes les filières des industries culturelles, que ce soit le spectacle, la musique, l'audiovisuel, le ciné, et beaucoup également la pub, le film institutionnel, et puis exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, du live stream. Je pense que depuis le début de l'épidémie, tout le monde s'est bien rendu compte que c'était bien pratique pour communiquer, puisqu'on ne pouvait plus être en présentiel. Et je peux vous assurer que c'est des croissances à 2 chiffres pour l'emploi dans ces domaines-là. Ouais. Donc il y a de la place en tout cas. Vous parliez des stages. Combien de périodes de stage les étudiants peuvent réaliser dans le cadre des différents cursus ? On leur demande 12 semaines minimum à faire sur le cursus, qu'on soit bien d'accord. La plupart peuvent en faire plus, et moi de toute façon je le conseille. C'est clair que c'est la clé pour l'emploi. J'avoue que autant l'alternance n'a pas été trop touchée par le Covid, autant pour les stagiaires, mais je crois que c'est à peu près vrai pour tous les étudiants en France à l'heure actuelle. Un peu plus compliqué. Notre service relations entreprises est là pour aider les étudiants, les accompagner également là-dessus. Paul, toi de ton côté, tu as eu l'occasion déjà de réaliser des stages ou pas encore ? Non, pas encore. En première année, je me suis concentré sur les projets de fin d'année qu'on avait. En deuxième année, il y a eu le confinement jusqu'en mai, et après j'ai travaillé de mon côté. Mais là, pour la troisième année, je cherche encore mon stage, et je compte bien faire un stage de 3 mois du coup pour finir mon cursus. Plutôt dans quel domaine du coup ? En régie à la télévision, ou sinon si j'ai l'occasion de trouver un poste sur un long métrage ou même un moyen, je saisirai l'occasion. Et Tom, de votre côté, ça a été quoi votre rencontre avec le monde professionnel ? Comment ça s'est passé, à la fois les stages et puis l'après-diplôme ? Alors j'ai trouvé un stage par chance dans une boîte de sound design. C'était vraiment, on a travaillé sur des pubs pour L'Oréal, tout ça, donc c'était vraiment une très bonne expérience. Mais après, ils n'avaient pas une place pour moi à temps plein, donc je ne suis pas resté après le stage. Et puis, j'ai eu quelques opportunités. J'ai un petit peu travaillé dans la post-production. Il y a pas mal de travail dans le doublage à Paris. J'ai un petit peu travaillé là-dedans en tant qu'ingé son. Et puis après, avec les coupures pendant le Covid, pardon. Après, j'ai raté pas mal d'opportunités. Bon, mais là, ça commence à remonter petit à petit. Donc c'est des opportunités qui vont revenir en tout cas. François, un mot aussi sur les débouchés professionnels. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement après l'écart ?
Il y a des centaines de libellés métiers. Non, à peu près toute la chaîne de production qu'on retrouve en cinéma audiovisuel, dans tous les métiers de l'image, du son, de l'actorat, du montage, post-prod, VFX. Évidemment, on commence en bas de l'échelle, on commence comme assistant, on commence comme... c'est comme dans tous les métiers, finalement, ou dans tous les cursus. Il faut savoir quand même que les industries culturelles en France, simplement pour la France, c'est 1 200 000 emplois. C'est pas du tout un tout petit secteur, c'est un gros secteur. C'est plus que l'automobile, que les télécoms, par exemple, contrairement à une idée reçue, en tout cas, qui subsiste pourtant. Voilà. Donc non, des opportunités d'emploi, il y en a énormément. C'est vrai que Paris reste encore la ville la plus propice pour trouver de l'emploi pour nos étudiants. Et ça serait quoi pour toi, Paul, le rêve, l'envie pour l'après-écart ? Je compte continuer avec une formation en alternance à l'Écart l'année prochaine pour me diriger vers le côté télévision en régie. Mais je garde ce côté cinéma et réalisation dans un coin de ma tête. Et puis après, à voir en fonction de mon évolution. Mais mon objectif vraiment final, ce serait de réaliser mon long métrage un jour. On espère voir ça d'ici combien de temps ? Tu t'es mis quoi comme date ? Oula, je me mets pas de date, D'accord. Je me mets pas de pression. En tout cas, c'est un objectif. François, on a parfois l'idée reçue que les secteurs de l'audiovisuel, de la production sont des secteurs plutôt bouchés. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Ou est-ce qu'il y a de la place à prendre, surtout quand on est diplômé de l'Écart ? Oui, il y a de la place à prendre parce que c'est ce que je disais juste auparavant. Il y a de l'emploi, il y a des nouveaux emplois également. Je parlais du live stream. Peut-être qu'effectivement, les étudiants auraient pu imaginer être cadreurs en cinéma ou en télé. Maintenant, ça va être pour des émissions web. Idem en son. On n'a jamais vu. Je crois qu'on a pété tous les scores de podcasts. On n'a jamais autant réalisé de podcasts. Pour les étudiants en son et en réalisation sonore, c'est plein d'opportunités. Et puis, bien évidemment, il y a les nouveaux métiers avec les tournages en temps réel, avec soit sur fond vert, soit sur maintenant les fonds de panneaux LED. Et du coup, il y a tout un autre pan qui s'ouvre à nos étudiants qui s'appelle le jeu vidéo. Et alors là, pour le coup, c'est les mêmes techniques finalement. Idem pour les acteurs, en fait. On imagine, c'est pas tellement l'acteur, ça va pas être son physique, ou son faciès. Par contre, son corps va intéresser les réalisateurs de jeux vidéo pour l'animation. Donc, en fait, je dirais que les métiers restent les mêmes fondamentalement, mais ils évoluent et il y a un spectre, notamment avec le jeu vidéo, là, pour le coup, il y a un secteur en croissance phénoménal. Ouais. Donc, plein de belles opportunités à venir. On arrive sur la fin de ce live, de cette présentation de l'Écart. Je vais vous demander à chacun un petit mot de la fin à destination de celles et ceux qui nous ont regardés aujourd'hui ou qui nous regardent en replay. À commencer par vous, Tom. Quel message vous auriez envie de passer en guise de conclusion ? C'est qu'il faut se lancer à un moment donné, hein, si on sent que notre cœur nous tire dans une certaine direction, et même si c'est pas forcément dans le cinéma ou quoi, je pense que c'est très important d'écouter son cœur et au moins de se donner une chance de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Et si on se plante, on peut toujours faire autre chose. Paul, même question pour vous. Ça rejoint un peu ce qui a été dit, mais surtout ne pas se mettre de pression. Et si on sait qu'on veut se lancer là-dedans, écouter son cœur et se donner les moyens de le faire, les opportunités et ne jamais rien lâcher, même quand on a tendance à ne plus trop croire en soi. Ne rien lâcher. Et François, pour terminer ? Ouais, moi, j'ai toujours le même mot en tête, soyez audacieux. Très bien. C'est clair, précis, net et concis. C'est ma petite phrase quand on est aussi précis. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau ou à distance et de nous avoir présenté cette école. Merci à vous pour l'accueil et merci à Campus France. Et voilà, j'espère que vous en saurez plus et que vous en savez plus désormais sur l'école. Les équipes de l'Écart continuent bien sûr à répondre à toutes les questions que vous vous posez et que vous pouvez continuer à nous poser, que ce soit en direct ou en replay si vous nous regardez. Donc n'hésitez pas à continuer à poser toutes vos questions parce que j'imagine que vous en avez sur les programmes spécifiques qui vous intéressent, sur les débouchés aussi spécifiques sur le projet, parfois aussi de reconversion professionnelle. Vous vous demandez si c'est peut-être trop audacieux ou pas. N'hésitez pas non plus à aller sur le site internet écart.fr pour avoir davantage d'informations. Et quant à nous, on vous dit à très bientôt sur les réseaux sociaux de Campus France.